tous et bienvenue dans ce 85 chrono spécial depuis le Vent d'Espace à l'occasion de la 10e édition de l'Open de Vendée de tennis. Donc on va bien sûr parler tennis tout au long de cette émission, mais on va aussi s'intéresser au reste de l'actualité sportive du week-end. On va parler rugby, handball, basket, surf ou encore cyclisme avec le Tour de Vendée. Et vous retrouverez également dans quelques instants un entretien exclusif avec Peter Sagan, le coureur du Team Total Energy, qui a donc disputé sa dernière course officielle sur route ce dimanche en Vendée. Mais donc bien sûr on va parler de cet Open de Vendée de tennis avec notre expert Pierre Garnier. Bonsoir Pierre. Bonsoir Aurélien. À vos côtés, le parrain de cette 10e édition, le skipper Arnaud Boissière. Bonsoir Arnaud. Bonsoir à tous. Et de l'autre côté, deux membres de l'organisation, on a le coprésident du COV, le comité d'organisation de l'Open de Vendée, Jérôme Rivière. Bonsoir. Bonsoir Aurélien. Et Charles-Antoine Brézac, co-directeur du tournoi. Bonsoir Charles-Antoine. Bonsoir Aurélien. Alors c'est parti pour le tournoi, le tableau final, le tableau principal de cet Open de Vendée. Les qualifications se sont terminées ce lundi. Pierre, vous avez déjà pu assister à quelques matchs. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qui ressort de ces premiers matchs et de ces qualifications? Alors techniquement, ce qu'on en ressort, c'est que la surface a l'air très lente. Donc ça va être très très dur de gagner des points rapidement sur 2 ou 3 coups, sauf peut-être derrière le service. Donc il va y avoir des échanges. Je pense que tous les styles de jeu pourront être récompensés. Donc du coup, ces matchs de qualif ont été intéressants pour voir un peu cet aspect technique du tournoi. Charles-Antoine, on a eu un tirage au sort un peu particulier quand même samedi, avec notamment une série de joueurs qualifiés tirés à la suite. Oui, tout à fait, c'est assez original. On a une partie de tableau, la partie basse du haut de tableau, qui avec 4 qualifiés d'affilée, donc ce qui est une bonne chose pour la tête de série de cette partie-là, parce qu'il se dit a priori les joueurs qui devraient rencontrer au premier et au deuxième tour seront des joueurs issus des qualifications, donc moins forts, donc une position favorable pour arriver en quart de finale, peut-être relativement frais. Ouais, c'était assez spécial, oui. Et c'est notamment David Goffin, le Belge, qui va être normalement avoir une voie royale vers la finale. J'aurais dit espérons, je ne devrais pas, mais espérons. Pour nous, ce serait une bonne chose, oui. Avec Pierre, une première affiche ce soir, là, pendant que l'émission est en train d'être diffusée, une belle affiche pour la tête de série numéro 1, Hugo Gaston, qui a fort à faire face au Finlandais Virtanen. Ouais, je pense que samedi soir, Hugo, au moment du tirage au sort, il n'était pas très très content quand il a vu ce premier tirage. Après, quand il a vu qu'il était dans le tableau, il y avait tous les qualifiés, il s'est dit bon, il y a un match à gagner, en gros, le plus dur, le premier, et puis j'ai plus de chances d'aller en quart. Donc c'était mi-figue, mi-raisin à l'issue du tirage au sort, mais effectivement un premier match très intéressant, puisque Virtanen, on l'a vu l'année dernière, c'est un gros frappeur, il frappe très fort, il aime ça. Et puis Hugo Gaston, on le connaît, c'est un joueur de main qui va varier, qui va courir partout, qui va pouvoir faire les amortis parce que ça va pas vite, donc ça va être très très intéressant comme match. Et donc le parrain de cette 10e édition, c'est vous, Arnaud Boissière. Quel est votre lien avec le tennis? En fait, c'est bien un copain qui m'a branché là-dessus, parce que je joue beaucoup au tennis. J'ai beaucoup joué quand j'étais jeune à Arcachon, et j'ai repris il y a 5 ans au sable, et j'adore ça. J'ai eu la chance de venir voir ce matin les jeunes joueurs jouer, Adrien qui a gagné là. Et quand tu vois les jeunes jouer et que tu es à côté d'eux, je veux dire que c'est impressionnant. Donc j'adore vraiment le tennis. Je joue en amateur, tu vois, mais voilà, j'aime bien ça. J'aime bien tous les sports de raquettes. Je faisais du tennis de table, tu vois, quand j'étais jeune au collège. Donc voilà. Et puis comme je suis à côté, je trouve ça génial. Et puis ça me permet d'avoir une journée un peu autre que sur le bateau en ce moment. Donc je suis ravi d'être là et puis de voir tous ces grands joueurs. Mais ils sont super jeunes. Et ils sont quand même sacrément impressionnants. Et on parlera voile bien sûr et de votre actualité, Arnaud, dans quelques instants. Il y a une Transat Jacques Vabre qui se profile. On est pratiquement à un an, jour pour jour, du prochain Vendée Globe. Jérôme Rivière, pourquoi avoir proposé à Arnaud Boissière d'être parrain de cette édition? Pour nous, c'était une évidence dans le sens où il le disait lui-même, il est amoureux du tennis et qui surtout, c'est un navigateur, alors pas vendéen, mais pas natif vendéen, mais depuis de longue date vendéenne, parce que 14 ans, je crois, Arnaud. Donc avec la Micaline aujourd'hui, il prépare le Vendée Globe, qui est quand même le futur grand événement de la Vendée aussi dans un an. Donc pour nous, c'était tout à fait intéressant d'avoir Arnaud aujourd'hui avec nous et pour cette 10e édition.
On va continuer à parler tennis, bien sûr, dans quelques instants. Mais comme je vous le disais, on va faire un tour d'horizon de l'actualité sportive vendéenne et ce qui s'est passé ce week-end. Et l'un des gros événements en Vendée, c'était bien sûr le Tour de Vendée cycliste avec la 51e édition ce dimanche entre Mouilleron-Saint-Germain et La Roche-sur-Yon. Un parcours de 207 km qui a emmené les coureurs du côté de Fontenay-le-Comte, Pouzauges, Chantonnay ou encore La Ferrière. La course qui a été marquée par une longue échappée composée de 4 coureurs, dont Thomas Gachignard de l'équipe Saint-Michel, Mavic Aubert 93 et futur coureur du team Total Energy. Une échappée reprise à l'entrée du circuit final à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Et dans le final, on assiste à un écrémage du peloton. Les équipes de sprinteurs ont pris les choses en main. Plusieurs coureurs du team Total Energy sont présents. Sandy Dujardin, Jason Tesson ou encore Peter Sagan, dont la mission était d'emmener le sprint pour Jason Tesson, mais ce dernier n'a pas pu batailler pour la victoire. C'est Arnaud Desmar de l'équipe Arkea Samsic qui lève les bras sur la ligne devant Paul Penouet de la Groupama FDJ. Sandy Dujardin prend la 3e place. On va écouter le vainqueur Arnaud Desmar ainsi que le président du Tour de Vendée, Vincent Calondro, au micro de Cédric Manet. J'ai gagné beaucoup de courses en fin de saison, Isberg, Eurométropole, Binge, Paris-Tour. Il manquait le Vendée et il manque Paris-Bourges également. Et puis je pourrais dire que j'ai gagné toutes les courses du calendrier français de fin d'année. Donc non, c'est clair que c'est un beau challenge. Et puis voilà, le compteur se remet à tourner, la roue tourne. Voilà, comme je dis, ça va faire du bien, je pense à mon épouse aussi, tout mon entourage où c'était pas facile pour tout le monde. Un très beau vainqueur, un peu une revanche sur l'année passée parce que Arnaud Desmar faisait second l'an dernier et donc là il a la victoire. Donc un beau podium, une belle bataille tout au long de la journée et avec un final spectaculaire. Je pense que ça le tenait à cœur, il voulait finir la saison sur une victoire et ben voilà, c'est chose faite. L'an dernier il fait 2 et donc là il gagne le Tour de Vendée. Donc on est très très bien. Et une place d'honneur pour un direct Total Energy, donc Sandy Dujardin qui fait 3e. Et puis ben, on est très, très satisfait aussi du final de Peter Sagan qui a animé ce final sur ce circuit où il avait gagné la 2e étape du Tour de France 2018. Et voilà, il fait 6 ou 7e, donc il n'est pas très loin et il a bien animé ce final. Et donc, c'était la dernière course officielle du Slovaque Peter Sagan sur route, lui qui maintenant va se lancer dans le VTT. Et juste avant ce Tour de Vendée, la veille du Tour de Vendée, Peter Sagan nous a accordé un entretien réalisé par Alexandre Lenaour que je vous propose de retrouver tout de suite. Bonjour Peter Sagan, merci d'avoir accepté cet entretien pour 85 chrono. Dimanche 1er octobre, la 51e édition du Tour de Vendée a marqué la dernière course de votre carrière. Pourquoi avoir choisi cette course comme le dernier rendez-vous de votre carrière ? Eh bien, en fait, ce n'est pas vraiment la dernière course de ma carrière puisque je vais poursuivre en VTT. Ce Tour de Vendée est très important pour l'équipe et le département de la Vendée, évidemment. C'est important d'être là pour le team, les supporters et de prendre du plaisir sur cette dernière course. Profiter une dernière fois de la belle ambiance ici et être là pour nos supporters qui sont toujours présents pour nous encourager. Vous avez aussi passé 2 saisons au sein du team Total Energy. Vous êtes arrivé en août 2021. Quel souvenir vous laisse le groupe de Jean-René Bernaudot ? Je ne garde que des bons souvenirs, même si j'ai parfois eu des moments difficiles, notamment des soucis de santé avec le Covid l'année dernière. J'ai découvert une belle équipe et un groupe formidable, un groupe qui travaille dur pour accomplir le meilleur. L'année dernière, l'équipe m'a vraiment soutenu et aidé. Ils ne m'ont jamais mis la pression en me forçant à venir ou à faire certaines choses. Ils m'ont dit « Prends d'abord soin de ta santé et ensuite on reprendra les courses ». J'ai vraiment trouvé ici une famille et je pense que j'ai fait le bon choix en venant passer les 2 dernières saisons de ma carrière au sein du team Total Energy. Vous allez aussi tourner la page du cyclisme sur route, donc avec un palmarès, on peut le dire, long comme le bras. 3 fois champion du monde consécutivement, 2015, 2016, 2017, c'est un record. 12 victoires d'étape sur le Tour de France, dont 7 maillots verts, c'est là aussi un record. Paris-Roubaix en 2018, un Tour des Flandres en 2016. Est-ce qu'il y a une ligne que vous auriez souhaité ajouter à ce palmarès qui est déjà bien fourni ? En d'autres termes, est-ce que vous avez gagné tout ce que vous rêviez de gagner, Peter Sagan ? Je suis heureux avec ce que j'ai déjà accompli, ça fait déjà beaucoup et c'est suffisant, j'en suis très heureux. Il me manque peut-être Milan-San Remo, mais j'ai essayé de très nombreuses fois, plusieurs fois 2e, d'autres 3e. Mais bon, c'est le cyclisme, c'est comme ça. Vous avez disputé 14 saisons sur les circuits professionnels. Qu'est-ce qui va le plus vous manquer pour le cyclisme sur route, bien entendu ?
Ce sont les moments avec les coéquipiers, les moments passés au centre d'entraînement et d'autres où l'on s'amuse beaucoup. Je ne pense pas que les courses vont me manquer, pas plus que de courir au sein du peloton. J'ai eu largement ma dose. On sait que vous avez une image très différente des autres coureurs du peloton, une image d'un coureur fantasque, hors des cases. Votre manager Jean-René Bernaudot vous a décrit dans une précédente interview comme surprenant et anticonformiste. Quelle image souhaiteriez-vous que l'on garde de vous, Peter Sagan ? Simplement le positif, les gens retiendront ce qu'ils veulent. C'est déjà bien si quelqu'un se souvient de moi. Si les gens peuvent se rappeler de moi comme d'un gars sympa et rigolo, ça me va. Tout au long de votre carrière, vous avez aussi parlé de la foule, des supporters au bord des routes. Votre cote de popularité est restée très forte auprès des amoureux du vélo et même auprès du grand public. Pourquoi cette cote d'amour, selon vous ? C'est aussi la question que je me pose. Peut-être qu'ils m'apprécient et j'en suis heureux. Je crois que j'ai aussi gagné beaucoup de courses grâce à ce soutien de mes supporters. Au départ, je fais du vélo pour moi, mais quand on voit toute une foule qui crie votre nom, c'est dingue. Ça n'existe pas dans la vie de tous les jours. Ils sont très importants pour moi. Sans tous ces gens, le cyclisme n'est rien en fait. On a besoin des gens, de la foule, des fans. Ils sont la chose la plus importante et ça dans tous les sports. Côté sportif, ces 2 dernières années n'ont pas été les meilleures pour vous en termes de titres remportés. Un titre de champion de Slovaquie en 2022, un titre de vice-champion, c'était cette année sur cette même course. Comment est-ce que vous jugeriez votre passage sur le team Total Energy sur le côté sportif ? Ce qui est sûr, c'est que j'aime gagner. Et les 2 dernières années n'étaient pas les meilleures. L'année dernière, je n'ai eu que 2 victoires dans le championnat national et sur le Tour de Suisse. J'ai essayé d'être devant sur plusieurs étapes du Tour de France. Cette année, j'ai abordé les choses toujours de manière sérieuse, mais en prenant aussi du plaisir. J'ai mis beaucoup d'énergie dans le cyclisme en me préparant toujours de la meilleure façon possible. Cette année, dans ma tête, je me disais mentalement, profite de la course, profite des gens, profite de l'instant et ne te soucie pas de gagner ou d'être trop tendre. Donc oui, ce n'était pas ma meilleure année en termes de résultats. Mais pour moi, c'était une année agréable, mis à part les nombreuses chutes que j'ai eues sur le Tour des Flandres ou sur Paris-Roubaix. Mais c'est le cyclisme. Une page se tourne avec votre retraite sur le cyclisme, évidemment, sur route. Mais l'aventure, pour vous, sur un vélo ne s'arrête pas encore ici, puisque votre prochain chapitre va s'écrire sur un VTT. Avec mon équipe, il faut que l'on discute pour déterminer mon calendrier en VTT, à quelle course je vais participer. Pour le moment, je n'en sais pas grand-chose. Il faut dire que la dernière fois que je me suis vraiment entraîné à fond en VTT, c'était il y a 15 ans. Ça va être un sport totalement nouveau pour moi. En VTT, beaucoup de choses changent. J'ai beaucoup de choses à apprendre en un an. Est-ce que l'on peut s'attendre à vous voir sur les Jeux Olympiques de Paris en 2024 ? C'est mon objectif, c'est ce que j'aimerais, mais ce n'est pas facile. Je ne suis pas encore qualifié. Mon pays, la Slovaquie, n'est pas qualifié avec les points. Ma seule possibilité pour y être, c'est de faire une demande de wildcard, d'invitation. Si c'est possible, on verra. Merci Peter Sagan et à très bientôt sur les routes. Donc. Thank you. Voilà, de retour au Vendée Espace donc pour cette 10e Open de Vendée de tennis. Je vous le disais, le tableau final a démarré ce lundi. Charles-Antoine Brézac, donc co-directeur du tournoi, c'est peut-être l'occasion de rappeler un peu les joueurs à suivre. Il y en a pas mal cette année. Il va y avoir de très très beaux matchs. Mais si on peut citer quelques têtes d'affiche, en tout cas de peut-être futures stars qui sont là aujourd'hui au Vendée Espace. Oui, il y en a beaucoup. Il y a déjà des joueurs qui sont très bien classés et d'autres qui vont le devenir certainement dans les mois et années à venir. Hugo Gaston, évidemment, tête de série 1 qui joue actuellement. On a David Goffin, bien sûr, ancien 7e mondial, vainqueur du trio Nadal, Djokovic, Federer. Donc c'est quand même un beau palmarès. On a Benjamin Bonzi, français qui progresse au fur et à mesure, qui est aux alentours de la 90e place mondiale. Maxime Cressy, franco-américain, qui a été 35e mondial, je dirais, il y a à peu près un an et qui est un peu redescendu, mais qui va remonter, qui a gagné à Rennes il y a une quinzaine de jours. Je pense en oublier, en tout cas sur les actuels. Et les futurs, il y en a, puisque on a le vainqueur de le Roland Garros Junior, qui s'appelle Prismic, qui va jouer demain, qui est un excellent joueur à suivre. Luca Nardi, un Italien aussi qui progresse très bien. Et j'ai oublié un des favoris, mais qui sera aussi un des futurs très bons joueurs dans l'avenir, c'est Dominique Schreiker,
qui est 90e mondial, qui vient de faire 8e de finale à l'US Open, qui n'a que 20 ans, donc il est dans les jeunes, mais déjà dans les meilleurs de ce tournoi. Mais c'est pas impossible qu'on ne le voit que cette année et que dès l'année prochaine, il soit sur les ATP 250, voire plus, pour montrer son talent. Arnaud Boissière, parrain de cette 10e édition, vous disiez que vous aimiez beaucoup le tennis, que vous pratiquez le tennis, vous avez repris une licence au SAB, mais est-ce que vous suivez l'actualité de tennis? Est-ce que vous connaissez les noms des joueurs? Est-ce que par exemple il y a des joueurs qui vous parlent là dans ce tableau, des favoris, ou alors vous regardez ça de loin? Non, je regarde ça de près. Moi, pour deux raisons, je suis supporter d'Hugo Gaston, parce que déjà, mon grand garçon s'appelle Hugo et mon grand-père s'appelait Gaston, donc tu vois, ça aide aussi, donc forcément c'est un nom qui me parle. Non, je suis de loin et de près, tu vois. J'adore regarder les matchs, tu vois. Ce matin, je trouve ça génial. J'adore suivre les grands matchs, voilà, du tournoi. Mais ce qui est chouette, c'est de pouvoir côtoyer là. Ce matin, il y avait plein de jeunes des écoles qui étaient là. C'est chouette parce qu'ils sont pas forcément pratiquants. Ça me fait penser au Vendée Globe quand les jeunes ils viennent nous voir. Ils sont pas forcément pratiquants de la voile, c'est pareil. Ils sont pas forcément pratiquants du tennis, mais ils viennent croiser ces jeunes grands joueurs et c'est chouette. Moi, je suis admiratif et c'est une chance que j'ai d'être là. Et vraiment, merci parce que ça paraît bête, mais je suis passionné de tennis, même si je joue comme je peux, mais je suis plutôt un mauvais joueur. On en parlait tout à l'heure. C'est beaucoup dans la tête, le tennis, la voile aussi, mais des fois, il y a moyen de casser sa raquette sans raison. Pierre, a priori, on est sur une surface assez lente cette année. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien le tennis, quel type de joueur ça va favoriser et quel type de joueur ça va plutôt handicaper? Alors là, on est malgré tout en indoor, donc de toute façon le service est important. Sans citer, je pense que la marque des balles, c'est des balles assez vives malgré tout, donc ça va quand même aller vite derrière le service, donc il va y avoir des points au service. Mais une fois que l'échange sera parti, la surface fait que tout sera possible en fait. Donc il y aura des coureurs à pied, il y aura des contreurs, il y aura... Alors pour des joueurs qui jouent en 2-3 coups de raquette comme Dominic Stricker, ça peut être compliqué par exemple. Donc c'est très très intéressant d'avoir à la fois de l'indoor avec un avantage pour les serveurs et à la fois une surface un petit peu lente avec un avantage pour les joueurs qui vont rester au fond du court. Donc c'est captivant. Alors, il n'y a pas que du tennis cette semaine au Vendée Espace. Il y a beaucoup d'autres temps forts d'animation qui sont proposés. Jérôme Rivière et notamment quelques nouveautés. Oui, tout à fait. Bon, on a tourné quand même l'Open sur la jeunesse. Arnaud en parlait juste tout à l'heure. Il s'est fait appeler par les jeunes pour prendre des photos. On a 3 moments forts avec la jeunesse, faut le dire. Donc, les scolaires, qui a été une grande volonté du conseil départemental et du comité de Vendée de tennis. Donc, on a à peu près 400 scolaires par jour qui viennent sur 3 temps forts de la journée. Ils viennent en tribune, ils viennent taper un peu la balle au TUY et ils discutent ils posent des questions à un intervenant tennis. On a aussi bien sûr le tournoi qui est nouveau, l'Open de jeunesse, qui a été en fin de compte une création où on a lancé un tournoi sur la Vendée avec plein de jeunes, donc 2 catégories d'âge, féminin et masculin, où il y a eu plus d'une centaine de joueurs qui se sont battus pour venir en finale et jouer les finales sur le central à partir de mercredi. Et puis bien sûr on a aussi le Kids Day. Le Kids Day c'est le mercredi. Le Kids Day c'est des écoles de tennis de Vendée. Cette année c'est 57 clubs au lieu de 50 clubs. C'est 1300 jeunes qui seront là mercredi au lieu de 1000. Donc il y a une grande progression. Donc on est très content d'avoir ce temps fort jeunesse sur ce tournoi. Et puis après, vous parliez, je pense, aussi de notre fameux Open de l'emploi, où là, on souhaite avoir la rencontre entre des chercheurs d'emploi et les entreprises vendéennes, car nous sommes un terreau d'entreprises où on manque aujourd'hui de collaborateurs, où on cherche des collaborateurs pour nos entreprises. Donc il va y avoir une dizaine d'entreprises qui seront dans le hall. Tous chercheurs d'emploi pourront venir avec leur CV, rentreront. Après un entretien d'embauche qui sera effectué, ils auront droit à un pass pour entrer à l'Open pour avoir des matchs. Et ça sera jeudi. Tout à fait. On continue à parler du reste de l'actualité sportive avec du football, puisqu'on jouait en Division 3 féminine ce week-end et l'équipe de La Roche-ESO s'est largement imposée. À domicile, face à Bourges, 5-1, ça fait 3 victoires en 3 matchs pour les Lyonnaises, déjà 17 buts marqués. Les Lyonnaises, donc leader à égalité de points avec Saint-Malo. Prochain match dimanche à Châtellerault. Et puis on joue chez les hommes en Coupe de France, le 4e tour. Qualification des 2 clubs de National 2, les Herbiers vainqueurs au Mans 3-0 et La Roche VF vainqueur à Saint-Julien-d'Ivat 1-0. Ça passe
place aussi pour Chaland, Fontenay et Le Poiret. Élimination en revanche de la Châtaigneraie battue par Coulennes. Pouzauges s'est également imposé face à l'ESO La Roche, 3-2. Du surf maintenant avec les championnats du monde de stand-up paddle qui se sont achevés ce week-end au Sable d'Olonne, et samedi notamment avait lieu une compétition longue distance sup race sur la grande plage. 4 épreuves au programme et notamment la sup men longue distance, une course de 18 km qui a été remportée par le japonais Shuri Araki devant le français Titouan Puyot. À noter que dimanche, l'équipe de France a remporté toutes les épreuves en sprint et en relais. Pour ces premiers championnats du monde en France, les Français ont décroché 13 médailles, dont 6 en or, ce qui leur permet de conserver leur titre de champion du monde de stand-up paddle. Et avec de très bonnes conditions et de très belles vagues, cette semaine de compétition mondiale aura été une totale réussite. On va écouter Titouan Puyot, donc deuxième de la course longue distance masculine, ainsi que Jean-Luc Arassus, vice-président de la Fédération internationale de surf. Ils sont tous les deux au micro d'Ambroise Robert. Voilà, c'était un parcours, on n'a pas trop l'habitude de faire ça, travers. Je ne pensais pas que le courant allait être si important aujourd'hui. Donc voilà, j'ai pris ça en compte finalement. Je me sors les tripes pour essayer d'aller chercher le bateau qu'encourage, de savoir qu'il y a tout le monde là sur la plage. Et c'est vraiment pas ce qu'on veut, de finir comme ça à la course à pied après 18 bornes. Mais voilà, je pense que je suis vraiment pas connu pour courir vite, mais voilà, là j'avais vraiment envie de le faire. Cette année, c'est vraiment encore les deux jeunes japonais. Bon voilà, le premier, il est vraiment premier, il est vraiment loin. Et voilà, avec les petites vagues, le petit vent arrière, là j'arrive à revenir sur le deuxième et à le battre, donc je suis content. Ouais. À Vendée, il n'y a rien à dire, ils ont pris cet événement au dernier moment, on les remercie encore, peut-être que sans eux on n'aurait pas eu de championnat du monde. Donc on est très content d'être là, ils ont fait les choses en grand et merci aux Vendéens. La Fédération internationale, ils sont complètement satisfaits de l'engagement de nos deux partenaires majeurs qui sont donc la Ville des Sables et le département. Et on a réalisé en 4 mois une organisation qui normalement peut nécessiter 2 ou 3 ans de préparation. Donc la Fédération internationale est très reconnaissante de l'engagement et du challenge qu'a relevé le territoire. Tous les compétiteurs sont ravis du site de compétition, ils trouvent ça extraordinaire et certains m'ont dit mais comment ça se fait qu'on n'est jamais venu ici ? Allez, du basket maintenant, puisqu'on jouait ce week-end la deuxième journée de la Ligue féminine. Après une victoire à domicile lors de la première journée face à Lyon-Asvel, l'équipe de La Roche-sur-Yon se déplaçait à Mont-de-Marsan samedi pour affronter Basketland. Et ça a été un match à sens unique à la mi-temps. Les Landaises en blanc et bleu mènent déjà de 20 points, 45-25. Ça ne s'arrange pas pour le RVBC en deuxième mi-temps. Basketland remporte le troisième quart-temps 23-12, puis le quatrième 21-15 pour un score final sans appel 89-52. Avec notamment 17 points pour Peterson, 16 points pour Fuering. La meilleure marqueuse lyonnaise, Louise Préno, a inscrit 10 points. Un match à oublier donc pour les Tigresses de La Roche face à l'un des favoris de la Ligue féminine cette saison. On va regarder le classement de cette Ligue féminine. Ça fait donc une victoire et une défaite pour La Roche qui est 9e. 3 équipes avec 2 victoires, Villeneuve d'Ascq, Bourges et Charleville. Prochain rendez-vous pour le RVBC samedi à domicile face à Landerneau. On jouait également en National 1 masculine, la 3e journée. Vendredi soir, l'équipe des Sables d'Olonne s'est incliné à Toulouse 88-83. C'est la 3e défaite des Sablais qui sont 14e et dernier. Samedi, Chaland s'est imposé à Lorient 75-65. Ça fait 2 victoires et une défaite pour le VCB. 6e. Prochaine journée vendredi, les Sablais accueilleront Vitré. Chaland affrontera Rueil. Et puis en National 2 masculine, lors de la 4e journée, lourde défaite de Saint-Georges de Montaigu à Montsouet 103-57. Ça fait 2 victoires et 2 défaites pour Saint-Georges qui est 9e et qui recevra Bessac Maupuy-Marmande samedi. On revient au tennis donc avec nos invités pour ce 10e Open de Vendée au Vent d'Espace. On a parlé des têtes d'affiche, Charles-Antoine Brézac, et on va parler maintenant de cette journée du mardi. On connaît le programme du mardi et il est costaud. Oui, tout à fait. Il est sorti il n'y a pas très longtemps et effectivement, il est costaud. Puisque si on prend dans l'ordre sur le cours central, j'ai pas le programme de l'annexe. On aura en premier match Dana Dead contre Prismic, donc le vainqueur de Roland Garros junior cette année. Suivra Maxime Cressy, 25e mondial il y a encore quelques mois et vainqueur à Rennes, comme je le disais tout à l'heure. En début d'après-midi, on aura Pierre Hugerbert qui sera de retour ici après son titre. Il est revenu, mais vainqueur en 2014, donc il aura à cœur de briller ici pour la 10e édition. Ensuite, Benjamin Bonzi prendra le relais vers 16h à peu près. Et en match de soirée, pas avant 18h, on aura David Goffin
contre un qualifié. Je n'ai plus le nom du qualifié, mais je pense que les tableaux actualisés le montreront. Et enfin, en dernière partie, sur le dernier match, Dominique Striker, qui sera face au Français Matteo Martino, invité pour ce tournoi. Donc un super programme, c'est dense, il y a des joueurs de très bon niveau et d'un style très varié. Donc on va se régaler demain. Donc un très beau programme ce mardi au Vent d'Espace. Charles Broom pour David Goffin. Charles Broom, merci Pierre. Vous parliez de Pierre-Hugues Herbert. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il aurait dû également revenir avec Nicolas Mahut pour jouer le double. C'était une des belles annonces de cette 10e édition. Malheureusement, Nicolas Mahut s'est blessé. Ouais, c'est une déception qu'on a appris juste avant le tournoi. Ça a été un petit coup dur, on va pas se le cacher, parce que on était hyper fiers de pouvoir les accueillir ici. Ils ont gagné en 2014, c'était leur premier match gagné ensemble, puisqu'ils avaient fait un premier tournoi à Bercy la semaine qui précédait, et ensuite ils avaient gagné le tournoi ici aussi, donc match et tournoi gagné. Donc le début de leur histoire, il a commencé là, et l'histoire, on la connaît, elle est très belle, avec 5 grands chelems, 2 Masters de Londres. Et malheureusement, Nicolas Mahut, il a enchaîné Coupe Davis et Orléans. Il avait mal au coude. Il n'était vraiment pas en état de pouvoir jouer 4 matchs d'un bon niveau. Il commence à prendre un petit peu d'âge, donc il pouvait pas tenir sa place. Il était vraiment déçu, vraiment triste. Nous avec. Bon, après voilà, l'événement, il faut qu'il se lance, il faut qu'on passe à autre chose. Donc on a digéré puis on avance. Arnaud Boissière, on va parler voile quand même un petit peu, puisqu'il y a un beau programme qui se profile. Il y a déjà eu le défi Azimut récemment. Là maintenant, c'est Objectif Jacques Vabre. Et puis dans un tout petit peu plus d'un an, un 5e Vendée Globe qui se profile pour vous. Il y a eu toute une période de chantier, j'imagine, avant le défi Azimut. Comment ça se passe pour l'instant pour vous ? Ça se passe bien, à part que demain, plutôt d'être là au tennis, je vais aller à Paris faire la conférence de presse de Jacques Vabre. Donc c'est... un mois avant le départ, à chaque fois, on a la punition, aller à Paris. C'est pas ma tasse de thé, non, mais c'est assez dense parce que on a la Jacques Vabre fin octobre, 29 octobre. Le retour de la Jacques Vabre est une course en solitaire, qualificative. Même si je suis déjà qualifié, c'est important de se confronter. Donc ça s'appelle Retour à la base. Martinique-Lorient, solitaire, une fois arrivé fin décembre sur la côte atlantique. Et puis l'année prochaine, là, tout à l'heure, en arrivant, j'avais la vie de course de New York et Sable, qui est dans un an, un peu moins d'un an, vous y serez. Fin mai, ouais, j'y serai aussi. À Trinité Anglaise aussi, juste avant, j'y serai aussi. Donc en fait, d'ici le Vendée Globe, je retraverse l'Atlantique 4 fois avec mon bateau. Donc c'est des moyens de se confronter, des moyens de se tirer la bourre, de se mettre en question ou d'en tirer les enseignements. D'ores et déjà, on commande des voiles les nouvelles voiles pour le Vendée Globe, on commande les batteries, on commande plein de trucs. Donc on est là-dedans. Je ne sais pas trop penser au Vendée Globe. Je sais d'abord penser à les compètes que j'ai avant, les courses que j'ai avant. Et puis le Vendée Globe arrivera naturellement et on aura une pression supplémentaire que tu nous mettras. Ah oui, ça, que vous pouvez compter sur nous, sans problème. On va terminer cette émission en s'intéressant à l'actu handball et rugby. En handball, tout d'abord, c'était la 4e journée en National 1 féminine. La Roche-sur-Yon accueillait le leader, Mios Bouganos, qui avait remporté ses 3 premiers matchs. Ce sont les Lyonnaises qui débutent le mieux la rencontre. Elles mènent de 3 buts après 13 minutes de jeu. 5 buts d'avance 3 minutes plus tard, grâce notamment à Agathe Boursier ou encore à Amal Amrouni. L'équipe de La Roche qui mène 12-7 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, l'équipe du bassin d'Arcachon revient avec de meilleures intentions. Elle grappille petit à petit son retard. Plus que 3 buts d'écart à la 33e minute, 13-10. Mais l'équipe de Mios se heurte aussi à la nouvelle gardienne lyonnaise venue du Monténégro, Lydia Vujadinovic. 13 arrêts sur l'ensemble du match. La Roche reprend 5 longueurs d'avance, 17-12, mais se fait peur en fin de match. Mios termine fort. Les Lyonnaises souffrent. Dans la dernière minute de jeu, les Girondines ne comptent plus qu'un but de retard, 20-19. Mais la Lyonnaise Auria Glaucus inscrit un nouveau but pour les Vendéennes qui s'imposent finalement 21-19. On écoute les réactions des coachs au micro de Cédric Manet. Je suis content du travail défensif. Après, si on doit défendre comme ça tous les week-ends, et en étant aussi indigent en attaque, ça va être un peu compliqué. C'est comme ça. La Roche a été meilleure que nous ce soir. Nous, on a été vraiment en difficulté en attaque avec beaucoup de filles loin de leur niveau. Donc c'est comme ça, il faut l'accepter. Il aurait fallu avoir un peu plus de réussite peut-être défensivement. Mais bon, déjà encaisser que 21 buts, c'est déjà pas mal. Donc voilà, on a fait ce qu'on a pu. En défendant bien. Après, même en étant brouillon en attaque, on loupe tellement de choses face à la gardienne qui nous met vraiment en difficulté sur les impacts à 6 mètres. Voilà, on aurait pu faire basculer la tendance un peu psychologique si on avait mis ces 2 ou 3 buts. Malheureusement, sur le money time, on va dire, on est un petit peu en difficulté à 6 mètres, donc compliqué. Ça, c'est très lyonnais, ça, de faire des premières mi-temps avec beaucoup de qualité et beaucoup de certitude et arriver en deuxième mi-temps en ayant perdu notre handball et en bafouillant un petit peu.
Ça, c'est très lyonnais avec un nouveau groupe. Et Mios, il ne faut pas oublier que Mios, en deuxième mi-temps, est venu quand même avec d'autres ambitions. Et attaqué beaucoup plus fort, nous a mis vraiment sous pression. Et derrière, la gardienne de Mios fait quelques arrêts décisifs. Donc oui, le matelas de plus 7 était très important pour finir la deuxième mi-temps, puisque ça se voit, on finit à plus 2. C'était plus compliqué, on sent que les ballons commencent à être un petit peu plus chauds aussi. C'est la fin du match, on est un petit peu plus fatigué. On lève un peu moins la tête, on prend des situations parfois trop difficiles, on a du mal à faire la passe de plus. Mais on apprend, on avance et ce soir c'est une grosse victoire avec 3 points pris à la maison qui vont nous servir pour le déplacement à Bergerac la semaine prochaine. Et à l'étage en dessous, l'équipe 2 de La Roche-sur-Yon s'est également imposée en National 2 féminine 26-23. Première victoire pour l'équipe 2 de La Roche qui est 9e au classement et qui affrontera Montcoutan samedi. Et puis en National 1 masculine, la 4e journée, lourde défaite de Pouzauges à Saint-Cyr 38-22. Toujours pas de victoire pour le PVHB, 13e et dernier avec 4 défaites et 2 points de pénalité. Prochain rendez-vous samedi à domicile face à Hennebont-Lochrist. Et puis donc en rugby, on jouait la 3e journée de Fédéral 2 ce dimanche. Le FCY, l'équipe de La Roche, affronté Surgères au stade Henri Desgranges. Ouverture du score des Lyonnais en rouge et blanc avec une pénalité de Genot. 3-0 pour le FCY. Puis le premier essai du match, il est inscrit par Surgères à la 10e minute grâce à Thibaut Jean et s'est transformé, ça fait 7-3. Nouvelle pénalité réussie par Genot pour le FCY à la 25e minute, ça fait 6-7. Nouvel essai de Thibaut Jean pour Surgères à la 29e. Da Silva transforme 14-6 pour Surgères. Et puis juste avant la mi-temps, eh bien, on prend les mêmes et on recommence. Thibaut Jean signe un 3e essai. Da Silva transforme et ça fait 21-6 pour Surgères à la mi-temps. La deuxième période est beaucoup moins prolifique. Et il y a tout de même un 4e essai pour Surgères, encore une fois inscrit par Thibaut Jean. Et après la transformation d'Axel Da Silva, Surgères mène 28-6. On en restera là. Première défaite du FCY cette saison en Fédéral 2. On va écouter les réactions des deux coachs au micro d'Ambroise Robet. Je pensais qu'on avait préparé ce match, enfin du moins on avait des grosses volontés par rapport à ce match, on voulait terminer le bloc correctement. On a été timoré au début de match, on n'a pas fait les bons choix, on fait tomber beaucoup de ballons, soit stratégiquement ou sur certaines situations. On n'a pas été assez pertinent et puis eux, ils viennent 2 fois dans notre camp, ils sont très pragmatiques, ils marquent 2 fois avec des situations sur Maul bien gérées et puis ils remarquent avant la mi-temps, donc on tourne à 21-6 à la mi-temps, donc là d'ores et déjà le match est beaucoup plus compliqué et puis voilà, on n'a pas réussi à trouver forcément une solution et voilà, c'est la première fois qu'on se trouve dans le dur comme ça, donc c'est normal, on a un apprentissage mais voilà, il faut que ce soit une piqûre et pas quelque chose qui nous mette en bas mais je pense que ça... C'est dur à dire, mais ça peut faire du bien aussi sur ce qu'on attend et du niveau qui nous attend toute cette saison, quoi. Le bilan au niveau comptable, il est positif pour nous. Donc là, on a eu 2 défaites et du coup, voilà, on venait ici avec de grosses intentions. Maintenant, la victoire nous fait du bien, mais dans le contenu, il y a à redire parce que on perd un nombre quand même trop élevé de ballons sur des phases statiques, qui est dommage. Et donc, heureusement, aujourd'hui, ça nous a souri, quoi. On a essayé de jouer simple, c'est-à-dire qu'on a un peu fébrile en ce moment dans le jeu collectif. On s'est dit qu'il fallait se rassurer devant, être fort sur les phases de collision, être fort en conquête directe. Et voilà, c'est ce qu'on a essayé de mettre en place aujourd'hui. À vrai dire, on savait très bien où on mettait les pieds. Aujourd'hui, voilà, je pense que ça nous a un peu souri, avec un peu de chance. C'est bon à prendre pour nous. Et puis La Roche, voilà, c'est un promu qui est prometteur, avec de super projets. Et on leur souhaite une bonne saison. Et ça fait donc une victoire, un nul et une défaite pour le FCY qui est 7e au classement. 4e journée le 15 octobre. La Roche se déplacera à Mérignac et puis à l'étage en dessous en Fédéral 3. 3e journée, un nouveau carton des Sables d'Olonne à domicile face à la Baule. 101-3. 3e victoire avec bonus offensif pour les Sablais, leader avec 5 points d'avance. Prochain match sur le terrain du 15 de l'Erdre le 15 octobre. On arrive à la fin de cette émission. On va peut-être rappeler rapidement Jérôme Rivière les infos billetterie, puisqu'on est toujours sur des tarifs quand même assez attractifs pour venir au Vent d'Espace cette semaine. Oui, tout à fait. La place est à 6 €, donc c'est vrai, c'est assez attractif et surtout c'est pour voir du beau spectacle. 6 €, c'est une journée complète, hein, c'est pas un match. Hein, on peut venir dès l'ouverture des portes, c'est 10h, 10h30, 11h selon la programmation. Quand je vois le programme de demain, pour 6 €, je crois qu'il y a très peu de sports qui nous donnent un aussi beau programme pour ce prix-là. Avec l'opération Family Night en plus ce mardi, c'est-à-dire une place enfant offerte pour l'achat d'une place adulte, donc ça vaut le coup. Merci beaucoup, messieurs. Merci Bonne semaine à vous. Merci. Et on se retrouve. Merci beaucoup, Arnaud. Bonsoir, Pierre Aurélien. aussi. On se retrouve jeudi pour une nouvelle émission 85 chrono spéciale Open de Vendée à 18h45. Très bonne semaine à tous.